en Italie, en Sicile, là-bas dans les campagnes, tu sais. Quand on montait à Sainte-Marie, eh ben, on passait sous ce porche là, puis il y avait cette grande cour qui existe toujours. Maintenant, il y a le musée. Eh ben, les gens habitaient. Il y avait des gens qui habitaient parce qu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque d'endroits pour vivre et pour y habiter, parce que les locations à l'époque il n'y en avait pas, puisqu'on partageait des appartements avec d'autres familles pour pouvoir loger les gens. Et à Sainte-Marie, les gens, bon, après, ils ont ouvert là-bas et les gens habitaient à Sainte-Marie. Oui, ils avaient pris, c'était vide et ils avaient mis des planches comme ça, ils avaient fait des appartements et c'est eux-mêmes qui avaient fait. Hein. Les gens habitaient là-bas, je ne sais même pas si j'habitais aussi parce que j'y allais souvent. Et parce qu'il y avait une dame qui chantait toujours, je revois les grands sombreros, et les lentilles, enfin, je ne me rappelle plus les paroles. Alors, j'allais toujours, et puis c'était une très belle femme, très gentille, et moi j'allais parce que comme j'aimais la musique, j'étais gamin, mais j'allais et je l'écoutais, cette femme, parce que elle donnait une ambiance dans ce quartier, dans ce musée, actuellement, qui est aujourd'hui le musée. Mais les gens habitaient là-bas. Et donc elle animait cette non, maisonnée. c'était naturel, vous savez, les gens quand ils chantaient. Avant, on marchait dans la rue, on sifflait, les gens ne vous regardaient pas. Aujourd'hui, allez siffler dans la rue, tiens, il est malade celui-là. Et après, il y avait cette fameuse descente, les gens descendaient par la descente Chalmont, pour aller en ville, etc. Et après, il fallait qu'ils se refarcissent la montée. Depuis la porte là qui est au-dessus de nous, c'est-à-dire la porte du couvent, Oui. Jusqu'au couvent même, est-ce que c'était pas de la terre battue le sol? C'était de la pure. Quand il pleuvait, alors par contre, quand il pleuvait l'été, ça tombait de l'eau. L'eau, on l'aurait dit un gros ruisseau qui débordait. Il fallait voir, hein, ça giclait l'eau, hein, ça tournait. Hein. C'était vieux, ça tenait à peine debout cette maison. Ah bon? Ouais, c'était tout délabré, c'était vraiment vieux. Ça, on aurait dit des garages de vélo. Dans les appartements que j'ai connus, les cloisons étaient en carton. Alors ça, je me rappelle. Hein. On entendait tout à côté. Là-haut, ils étaient ils étaient comme une communauté là-haut. C'était rien que des Coratins qu'il y avait. Et puis je voyais de ces appartements. C'était pas le luxe hein, où j'habitais moi. Au 35 rue Saint-Laurent, mais là-haut, ils n'avaient pas d'eau déjà à l'intérieur, ils n'avaient rien. Hein. Alors comment faisaient-ils? Eh ben, ils allaient chercher l'eau à la fontaine. Mais même nous, dans la rue, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas d'eau, qu'ils allaient, vous savez, là, juste en face de la rue Sapé. Oui. Ils allaient tous là-bas chercher l'eau. Je n'avais pas qu'on fasse plainte pour la montée Chalmont, qu'on a démoli ces maisons, ça aurait pu être un musée, vous voyez, Montecularo, Montée Chalmont. Moi, j'aurais fait un quartier d'artistes, vous voyez, là. Parce que quand ils l'ont démoli, vous savez, j'en ai presque eu les larmes aux yeux. Je dis, c'est pas vrai, des maisons en pierre comme ça, des maisons magnifiques, d'avoir démoli pour faire un jardin. Mais on peut faire un jardin n'importe où. On peut faire un jardin. Là, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une grosse blessure, voyez, à Grenoble. On sentait que c'était vraiment quelque chose de magnifique, qu'on rentrait dans un rêve, dans un décor, voyez, où j'aurais pu faire des films. Oh, c'était très beau. S'ils n'auraient pas démoli, ça serait le plus beau coin de Grenoble. C'était une beauté. Alors il y avait des appartements. Là, il y en avait un monsieur là qu'on appelait Jus de Canard, je vous l'ai dit là. Et c'était tout. Et on s'amusait sur les escaliers. On descendait pas en bas. On jouait que sur les escaliers sur la montée Chalmont. On allait en bas faire les commissions. Alors il y avait gamets, il y avait plein d'épiciers, il y avait tout ce qu'on voulait, boucher, il y avait ce qu'on voulait. Hein. Et là, il y avait l'Otito. Ils étaient primeurs. Et puis des fois l'été, on montait au robot, on allait ramasser des lilas dans les bois. Donc c'était misérable, mais s'ils auraient fait comme ils ont fait maintenant la rue Saint-Laurent, ben, la rue Saint-Laurent c'est rien du tout. C'était là, hein. C'était toutes des maisons en pierre. Toutes des maisons en pierre. Des grosses pierres de taille, vous avez dû les voir là. Dedans. Et c'est tout enterré dessous. Hein. Passer une enfance... peut-être misérable, mais par contre, pourquoi c'était après la guerre, tout ça, bon, mais par contre, joyeuse. On était copains, on s'amusait, il y avait rarement de disputes, rarement, très très rarement. Moi, de mon compte personnel, je ne m'ai jamais disputé avec un de mes copains dans Montée Chalmont. Mon frère, oui, il est un peu bruyant. J'étais à l'école maternelle, là-bas, rue Saint-Laurent, vous savez, qui existe toujours avec cette cour, vous savez, qu'on voit en bas. Oui. Et j'étais aussi là, à Sainte-Marie, vous savez, sous le porche, là, juste à gauche, vous avez expliqué, eh bien, les parents mettaient leurs enfants ici.
voyez, c'était une petite école, on était tous italiens, moi je passais à l'école italienne, mais enfin, vous savez, et on était là-bas, on était sur un banc, il y avait une table, il y avait une maîtresse qui nous gardait, qui nous parlait, enfin, qui voulait nous faire chanter des chansons. Si toi aussi tu m'abandonnes, il ne restera plus rien au monde et plus personne qui me comprenne, qui me soutienne et qui me donne simplement la main. Et bien souvent, quand on parle de ce quartier, quand on parle de notre jeunesse, eh bien, croyez-moi, vous savez, c'est faire un retour, voyez, en arrière, et il nous semble encore avoir nos 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, vous voyez. Quand tu te balades là-bas dans la région de Corato, donc tu vois toutes ces cultures qui se sont superposées. Et par exemple, j'ai vu des églises où, en creusant, un peu comme à Saint-Laurent, on est descendu jusqu'aux Étrusques, des mosaïques, puis après il y avait des poteries grecques, puis après il y avait des styles normands. Et du coup, moi je retrouve dans la culture de mes parents, dans cette culture qui est quand même profondément rurale, agricole, attachée à la terre, il y a quand même un espèce de détachement par rapport au réel. Et je crois que ça vient du fait que justement, comme plusieurs civilisations se sont succédées, ils finissent par plus tellement croire à ce qu'on leur raconte. Et dans la vie, il faut se construire, il faut savoir apprécier. Et j'ai appris ça dans ce quartier Saint-Laurent. Vous voyez, pendant l'occupation, des Allemands, avant, après. Vous voyez, c'est toute une école que j'ai appris en dehors de l'intérieur de l'école où j'avais un professeur qui m'apprenait à lire et à écrire. Et à choisir, je préfère mieux encore cette école que j'ai appris dans la rue, vous voyez, avec mes parents, que l'école de mon professeur, vous voyez. Vous comprenez? Parce que là, j'ai appris qu'il fallait que je voulais apprendre. Mon père, quand je le regarde, il a beaucoup de côté grec, mais voilà, quand tu sais que les Poules, ça a été aussi un coin où les Platons, les Socrates, ils sont passés avant d'aller en Sicile pour monter leurs écoles philosophiques. Donc, ça, je pense, ils ne le savent pas, mais ça leur est resté. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien, quoi. Donc il fallait bien qu'il y ait un contact. L'histoire, elle est simple, vous voyez. C'était une vie qui était complètement différente de celle d'aujourd'hui, comme on voit dans les quartiers. Vous voyez, ces quartiers, on appelle ça des ghettos, qui les gens n'ont pas le même savoir-vivre. C'est pas parce que l'on est étranger d'un pays ou d'un quartier qu'il faut avoir des mentalités différentes, vous voyez. Tout ça, c'est être méchant en soi-même et puis faire du mal aux autres. Il faut donner l'exemple, il faut montrer que l'on n'est pas méchant pour être respecté. Et je pense que ça, ils l'ont développé à travers cette confrontation à toutes ces civilisations. Là où il y avait quand même une grosse différence, c'est avec les familles françaises. On était insultés d'une force, mais pas possible. Ah ouais. Ça m'a... C'est pas un mauvais souvenir, mais ça marque quand même longtemps, quoi. Ça marque longtemps, ça le macaroni, ça l'italien. À tel point qu'à une époque, je ne sais plus à quel âge, mais bon, j'avais un peu honte d'avoir un nom italien, quoi. Je pense que nous, par exemple, notre génération, à nous, on est plutôt fiers d'avoir un nom italien. Voilà, j'allais le dire, ça, ouais. Alors, bon, à cette époque, on était vraiment gênés d'avoir un nom italien, alors que maintenant, tout ça, c'est fini, au contraire. Je veux dire, les gens, les Français, enfin, on ne peut plus dire français-italien, ça c'est complètement idiot. Mais on aime l'Italie, on aime les Italiens, alors qu'avant, on les aimait vraiment pas. Les raisons, vous allez prendre le pain des Français, c'est toujours le même truc. Hein. Et puis, en plus, si, les raisons, c'est que beaucoup de familles italiennes qui sont venues, comme ça, ils n'avaient rien, des familles françaises qui étaient installées depuis des générations, avaient un peu plus. Mais rapidement, les Italiens ont pris le dessus, c'est-à-dire ils ont monté des commerces, ils se sont montés un petit peu à leur compte, des artisans, des rien. Je ne sais pas si c'était un manque de confiance en moi ou si c'était... j'en sais rien, je ne pourrais pas dire. Mais jusqu'à 40 ans, éviter de dire mon nom, j'évitais. D'accord. Puis après, un beau jour, un beau matin, je me suis réveillé, plus rien ne me gênait. J'étais super... Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, il y a un beau matin. Ouais. Mais c'est arrivé pourquoi, comment, quand. J'ai fait aucune thérapie, hein. Italien, pas italien, bon, pas bon. J'étais bien. Non, mais j'étais bien, voilà. Et donc, est-ce que ça vient du traumatisme?
Les souvenirs, ça entretient quand même la vie de chaque personne. Il faut vivre toujours avec ses souvenirs, pas toujours avec l'avenir et l'ambition de ce que l'on voudrait, parce qu'à ce moment-là, on se détruit. Par contre, en vivant avec un peu le passé, vous voyez, eh bien, on se construit beaucoup plus, parce qu'on apprend des choses que nos anciens nous ont appris, comme nos parents. Nous, notre père, d'autres pères, je pense aussi, il nous faisait la morale tous les jours. Hein. À l'heure à table, il fallait que tout le monde soit là. Le soir, très tard, on ne traînait pas dans les rues. Il fallait que tout le monde soit couché. Il nous apprenait la vie, vous comprenez? Il nous apprenait que dans la vie, il faut travailler à l'école, il faut respecter les gens, que des bonnes paroles, vous voyez. Même mieux qu'un curé, hein. C'est pas pour les critiquer, mais enfin, il nous faisait la morale tous les jours. Nous, on allait à la messe, et le curé, bon, mais si on se confessait, il nous faisait une morale, mais plutôt une punition. Hein. Et dans toutes les familles, pareil, les pères étaient sévères avec les enfants. Mais ils étaient sévères par amour, vous voyez. Ils étaient sévères par amour, ils aimaient leurs enfants, et ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Puis, ils ne montraient pas, vous savez, pas la misère, mais enfin la souffrance qu'ils avaient de ne pas pouvoir élever les enfants comme ils aimeraient. Ils auraient aimé les élever, vous comprenez. C'était surtout la nourriture qui nous manquait. À l'époque, quand on avait un plat, surtout le dimanche, c'était le plat vraiment favori, on mangeait des pâtes tous les jours, remarquez, hein, parce que c'était moins cher, pâtes ou patates, des fois. Et bien le dimanche, on mangeait une fois par semaine la viande. On faisait les économistes, mais c'était un jour sacré. Le dimanche, ma mère faisait les bras chauds, les polpettes, c'est-à-dire c'est des viandes roulées, on appelait ça les alouettes, vous voyez. Et alors, on mangeait les pâtes et la viande, vous voyez. Mais on était heureux parce que pour nous, c'était mieux que le festin qu'on pouvait faire dans un grand restaurant d'aujourd'hui. On l'appréciait, ce plat. Qu'aujourd'hui, dans un restaurant, on apprécie moins ce qu'on nous donne. On a toujours la tendance à critiquer parce qu'on n'a plus le palais, vous comprenez? Et alors, à l'époque, bien, des fois, quand on n'avait rien à manger, on appréciait ce qu'on avait. Et bien souvent, pas que dans ma famille, mais dans d'autres familles aussi du quartier, quand on sortait de l'école, on arrivait à la maison, et que le dimanche, des fois, il n'y avait pas grand-chose à manger, on ne demandait pas à la maman, bon, on mange, on se met à table, la maman savait déjà d'avance, elle nous faisait un sandwich avec des tomates dedans, vous voyez, et puis, voilà, on reprenait ça et on partait dans la rue. Alors, on ne pensait même pas à manger, parce qu'on n'avait pas la nourriture qu'on peut avoir aujourd'hui, vous voyez. Mais pour ça, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui nous a tellement manqué. Ce qui nous a surtout manqué, c'était le pain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, vous remarquerez pour tous les gens de mon époque, s'il n'y a pas de pain à table, ils ne mangent pas. Même si vous avez un plat, vous n'avez pas besoin du pain. Mais il faut la présence du pain et du vin. Vous voyez, même sans le boire, le litre, hein, dans la vie, il faut toujours apprécier. Vous voyez. Ce qui est fort entre eux, c'est quand même l'attachement humain quand même. Les rapports humains sont très forts. Oui, la communauté, on sent que ça a un poids énorme. Voilà, mais ça peut être très fort dans les deux sens. Quand on s'aime à fond. Quand on se fâche à fond. Ils sont vraiment entiers. C'est vraiment des caractères forts. Les gens étaient près de leurs enfants, vous voyez. Parce que les enfants, c'était les enfants de l'amour, vous voyez. Il n'y avait pas la pilule comme aujourd'hui. Vous voyez, c'était les enfants de l'amour et on les aimait. Les gosses, quand ils arrivaient, on les aimait. D'accord, donc la sévérité dont vous parliez au sujet de votre père, c'était finalement une marque d'amour pour pouvoir bien les élever sans les battre. Ah, nous, on ne battait jamais. Moi, avec mon fils, j'ai fait comme mon père a fait, j'étais très sévère. Vous voyez, très sévère, parce que j'ai toujours aimé mon fils, vous voyez. Et mon fils, une fois, m'a dit, tu sais, papa, heureusement que tu as toujours été sévère, parce que je ne faisais pas de bêtises, et tu m'engueulais. C'est pas que j'engueulais, c'est-à-dire que j'étais sévère, il fallait que c'était une engueulade. Oui. Et alors, des fois, j'étais entraîné ou influencé par des copains pour les faire une bêtise, je me disais, voilà, déjà que mon père, j'en fais pas de bêtises, et il est sévère avec moi, là, si j'en fais une, je vais éviter tout ça. J'ai un garçon qui est magnifique, qui est gentil, qui a plein de qualités, vous voyez. Il est au-dessus de moi, de ce que j'ai été. Je n'ai pas pu lui apporter tout ce que j'aurais voulu lui apporter, vous voyez, parce que je n'ai pas eu les moyens. Tu sais, quand on est un enfant tout seul, vous voyez, il faut jouer le rôle du père et de la mère, c'est très difficile, vous voyez. Hein. Mais dans les difficultés à l'époque, on arrivait quand même mieux à élever les enfants.
qu'aujourd'hui, non, il y a une histoire d'intérêt aujourd'hui, vous voyez. Il n'y a plus d'histoire d'amour, parce que à l'époque, on pouvait aussi bien, si vous étiez séparé d'une femme, dire tu vas voir ta mère, tu vas respecter ta mère, tu vas voir ton père, tu respectes ton père. Aujourd'hui, non. Tu donnes de l'argent, tu vois ton gosse, tu ne donnes pas d'argent, tu ne vois pas ton fils. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le respect, il n'y a plus rien aujourd'hui qui existe, voyez. Il existe, il est vrai qu'il existe quand on se trouve dans une situation très pénible, très difficile. Mais aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas dire qu'on vit dans des situations pénibles et difficiles. Ouais. Seulement, il ne faut pas avoir la tentation de voir ce qui se passe chez le voisin, parce qu'on trouvera toujours la pelouse du voisin, c'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai entendu et je l'ai lu, qui sera toujours plus verte que la vôtre, voyez. Ils arrivent à travers certaines commodités de langage à synthétiser une idée qui va faire qu'on va tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Là, il y a une poésie, un poète qui dit « Chante ton chant, tu chanteras juste, ne chante pas celui des autres car tu chanterais faux ». C'était un peu la démerde, pour dire vulgairement le mot, vous voyez. Il fallait se débrouiller. Les parents m'envoyaient à la campagne, j'étais petit, ça faisait une bouche de moins à nourrir, et en sachant très bien que j'allais être nourri correctement. Vous voyez, seulement je n'étais pas nourri correctement, je mangeais les restes que m'on donne à un chien. J'ai fait peut-être 4 ou 5 endroits, vous voyez, et bien c'était la catastrophe. Je gardais les vaches avec un petit casse-croûte, une petite tome plein d'asticots et un petit bout de pain. Et allez, j'étais au champ. C'était dans la montagne, hein. J'étais au champ et je gardais les vaches, vous voyez. Et souvent je pleurais. D'ailleurs, à un endroit, je me suis évadé car je me trouvais à la Fraie, à Perchâtel. Alors moi, je me trouvais dans la forêt, dans les bois, et il y avait un copain qui se trouvait en bas, qui était du quartier aussi. Et on se disait, oh, c'est comme les vachers, comme maintenant, on ne fait plus ça, bien sûr. Ben, alors, on s'était rencontré avec ce garçon, et lui aussi était malheureux. On s'était mis d'accord, et ben, je lui avais dit, écoute, on va s'évader. Alors, puis on s'était évadé, on s'était accroché au car. Un jour, on avait laissé les vaches, on était descendu jusqu'à la descente de la Fraie, et avant d'arriver sur le plan, on avait vite relâché derrière le car, on rendait compte de ce qu'on faisait, et après on est rentré à pied jusqu'au quartier Saint-Laurent. Ce quartier Saint-Laurent, c'est un quartier qui formait des hommes. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on est dans les civilisations, on a tendance un petit peu à dramatiser un peu beaucoup de choses. Et eux, ils apprennent un peu cette tempérance, quoi. Et puis, il faut avoir confiance en la vie. On était heureux, on était bien, on languissait le lendemain pour se revoir et de s'amuser. Tandis qu'aujourd'hui, les gosses ne pensent pas à s'amuser. Aujourd'hui, ils pensent à se mettre devant l'écran de télévision ou devant Internet et voilà, ils ne pensent pas à faire leur jeunesse. Ils ne font pas leur jeunesse, voyez, et ils deviennent des hommes le plus tard possible. Même avec la misère, on ne voyait pas les mendiants comme on voit aujourd'hui. On ne voyait pas les clochards à l'époque. Pourtant, c'était la misère, vous voyez. Mais les gens s'entraidaient entre eux, les gens avaient une autre image de la vie, vous voyez. Ils luttaient, vous voyez. C'est comme si, par exemple, vous étiez dans un lac ou dans un courant d'eau et que vous essayez que vous ne voulez pas mourir. Aujourd'hui, c'est différent qu'à l'époque. Non, les gens, vous voyez, allaient au-devant du danger, au-devant de la misère, au-devant de tout. On avait quelque chose en nous, vous voyez. Tandis que maintenant, l'être humain n'est plus constitué comme avant. L'être humain, il est programmé, robotisé aujourd'hui. Il n'est plus lui-même, vous voyez. Ouais. Il ne se découvre plus en lui, l'être humain. Tu sens qu'il y a une force en eux où ils prennent la vie telle qu'elle se présente et ils ne la jugent pas. Pour moi, ça a été la belle vie. Super. J'ai jamais eu je me suis jamais engueulé avec quelqu'un. Je me suis jamais battu. Je sais pas ce que c'est de courir après quelqu'un pour le taper. Donc, et moi non plus. Je suis jamais venu à la maison avec un œil bon là. Ben, on voit que tout le monde t'aime bien en tout cas, hein, donc ça vient de là. Je suis l'enfant du peuple là. Et ben voilà. Tout le monde adore. Tout ce que je demande, c'est que tout le monde soit comme moi. Un bon vivant. Ne pas embêter son voisin. C'est pour ça qu'il faut croire au bon Dieu pour ne pas embêter les voisins. Ah. Ben voilà.